le sujet du soir, c'est donc crise bancaire, inflation, comment on s'y prépare, qu'est-ce qui nous attend. Donc, déjà, toi qui as l'habitude de parler de ce sujet, je suppose que tu as certainement un avis assez bien tranché sur la situation dans laquelle on est actuellement. Mhm. Est-ce que déjà tu peux nous faire un petit peu nous donner un peu ton point de vue sur Mhm. voilà ce que tu vois de tes yeux à toi personnel, et comment tu vois actuellement, que ce soit la France, l'Europe, l'économie, Ouais. voilà, cette fameuse crise bancaire, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? En fait, la crise bancaire, elle est. Alors, qu'est-ce qu'on appelle crise bancaire déjà? Il faut peut-être partir de ce postulat-là. C'est qu'aujourd'hui, toutes les banques, depuis la crise financière, ont souvent des problèmes de liquidité. Ils ont mis en place pas mal de règles qui sont censées garantir la solidité des banques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a eu des taux qui sont passés de à peu près 1%, 1,5% l'année dernière, à 3, 4, voire plus en Europe et aux États-Unis. Et ce qui fait en fait, ce qui se passe, c'est que les banques en général, la plupart de leurs actifs, donc ce qu'elles ont dans leur bilan, en général, c'est quoi? Elles ont des produits financiers, certes, mais elles ont aussi beaucoup de produits indexés aux obligations d'État. Par exemple, quand vous avez une assurance vie, ce qu'il faut savoir, c'est que votre assurance vie, en général, quand vous mettez de l'argent dessus, vous donnez de l'argent à votre assureur ou à votre banque et vous êtes créancier en fait. Vous avez une créance sur l'assureur. Donc vous avez prêté votre argent à un assureur et cet assureur va le placer dans différentes choses. Soit vous avez une gestion libre, c'est vous qui placez, soit c'est lui qui fait. Mais ce qui se passe en général, c'est que l'assureur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent. Alors, je sais pas si tu m'entends, Raph. Ouais, c'est bon. Oui, oui, je t'entends. Ouais. Ouais. Il prend l'argent en fait que vous avez investi sur votre assurance vie. Il va acheter en général des obligations d'État. Donc, il a dans son bilan des obligations d'État, ce qui fait que en fait, attends, je vais juste couper ça. Ce qui fait que quand il va avoir ses obligations d'État dans son bilan, une obligation, comment ça fonctionne? Une obligation, c'est juste un titre de dette. Quand vous prêtez de l'argent à l'État français, par exemple, vous achetez de la dette française, vous avez ce qu'on appelle une créance sur l'État français. Vous avez un droit, voilà, et ce droit, c'est j'ai le droit de récupérer l'argent que je t'ai prêté et j'ai le droit de le récupérer avec un certain taux d'intérêt. L'obligation, on va dire qu'elle vaut 100 et le taux d'intérêt, c'est 1. Donc, vous avez prêté, par exemple, à la France 100 euros et la France vous doit 1% d'intérêt chaque année pendant 10 ans et au bout de 10 ans, vous récupérez les 100 euros que vous avez prêtés. Donc, ça, c'est une obligation. Mais l'obligation, la façon dont elle fonctionne, c'est la suivante. C'est que quand le taux d'intérêt augmente, le prix de l'obligation, il baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre obligation, quand vous l'aviez achetée à 1% et qu'elle valait 100, et que les taux aujourd'hui ils passent de 1% à 4%, votre obligation, elle vaut plus 100, elle vaut peut-être que 70. D'accord? Donc si vous revendez votre obligation avant la date d'échéance, parce que vous avez prêté de l'argent sur 10 ans, dans notre exemple, si vous la revendez au bout de 5 ans parce que vous avez besoin d'argent, vous perdez 30 euros en fait, hein. Votre obligation, elle vaut 100 sur le marché parce que les taux sont à 4%, vous perdez de l'argent. Et en fait, cette crise bancaire, elle est née de cette espèce de déséquilibre des taux. Quand les banques centrales, en fait, en Europe et aux États-Unis ont monté leurs taux, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les gens, et c'était le cas de la banque SVB en fait aux États-Unis, toutes les institutions financières en fait qui ont beaucoup d'obligations d'État dans leur bilan, dans leur portefeuille, elles se retrouvent avec des pertes latentes. Elles se retrouvent avec des pertes latentes parce qu'elles avaient acheté quelque chose qui à 100 avec des taux d'intérêt à 1% ou proche. Et aujourd'hui, vu que les taux sont plus élevés, leurs obligations valent plus 100, elles valent plus que 80, 70 ou voire même 60. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Dans un marché normal, c'est pas forcément problématique dans le sens où si vous ne revendez pas votre obligation avant la fin, on vous rembourse le prix que vous aviez prêté, c'est-à-dire 100. J'ai prêté 100 sur 10 ans à 1% de taux d'intérêt par an. Si j'attends les 10 ans, on me redonnera 100 et mes 1% d'intérêt tous les ans. Sauf que si j'ai besoin d'argent au bout de 5 ans, ce qui peut arriver, je revends mon obligation avant la date d'échéance. Je dois la revendre ce qu'on appelle au marché. Et au marché, elle vaut plus que 70. Donc je perds 30 euros je suis niqué, hein, tout simplement. Et en fait, c'est ça aujourd'hui le problème de la crise bancaire, le problème des banques en général, c'est que comme les taux ont monté, elles ont des pertes latentes.
les pertes latentes en soi, ça peut ne pas être un problème si personne ne retire d'argent, si personne n'a besoin de vendre à perte ses obligations. Sauf qu'aujourd'hui, vu on est dans une situation macroéconomique assez compliquée, les gens retirent l'argent de la banque parce qu'ils en ont besoin, soit pour investir, soit pour payer des factures, soit pour payer des dettes, soit parce qu'ils ferment leur boîte dépôt de bilan. Et du coup, comme ils récupèrent de l'argent sur différents titres financiers, de l'argent qu'ils avaient placé, que ce soit en assurance vie ou autre, la banque, elle est obligée de revendre ses obligations qu'elle avait achetées sans, à perte. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans les fonds, dans la structure financière de la banque, dans son bilan, en fait, tout simplement. Elle avait des pertes latentes, mais elle est obligée de les réaliser. Ça crée un trou, elle n'a pas assez d'argent, et puis certaines banques, du coup, font faillite, tout simplement. Donc, la crise bancaire, en fait, aujourd'hui, c'est une crise qui est notamment liée à cette espèce d'écart de taux, en fait, hein, à cette élasticité des taux qu'on a connue récemment, qui est assez nouvelle, parce que ça fait des années qu'on évoluait dans un environnement économique où justement les taux étaient étaient très bas, très stables. Hein. On était toujours aux alentours de 0 à 1 ou 1,5%. Là, comme d'un coup on est monté très vite, ça crée des appels d'air, ça crée des déficits, des déséquilibres dans le bilan en fait de tous les gens qui avaient placé leur argent sur des actifs dits safe, sécuritaires, c'est-à-dire des obligations d'État. Et comme ils retirent l'argent, parce que c'est ça en fait le vrai problème, c'est que les gens ont besoin de cash parce que c'est la crise, parce qu'ils ferment leur boîte ou pour tout un tas de raisons, et ben les banques, vu qu'elles sont obligées de rendre l'argent, elles doivent vendre ce qu'elles avaient placé en termes de sécurité pour récupérer de l'argent, le rendre aux clients, mais sauf que comme il y a beaucoup de gens qui vendent, ils doivent réaliser beaucoup de pertes, et à un moment donné, il n'y a plus assez d'argent. Et donc du coup, on ferme la banque où elle finit en situation de faillite. Donc c'est ça la crise bancaire aujourd'hui, c'est ça les origines de la crise bancaire, c'est ce déséquilibre de taux qui oblige les banques à réaliser des pertes alors qu'elles aimeraient ne pas les réaliser. Personne ne retire d'argent, tout le monde fait confiance au système. À l'échéance de mon obligation, on me rend la somme que j'avais prêtée. Sauf que là, les gens ont besoin d'argent. C'est vraiment ça le problème. Et c'est de là d'où vient la crise bancaire qu'on connaît actuellement. Ok. Et donc, si là je regarde le Bund, Mhm. donc si on prend tout ce qui est instruments style obligation, Oui. avec la hausse des taux, du coup le prix a baissé. Mhm. Donc pour faire face un peu à cette situation de hausse des taux, de hausse régulière des taux, Mhm. toi qui était dans le côté trading pur, t'aurais plutôt recommandé de se mettre sur des obligations pour éventuellement les shorter ou trouver des bons points d'entrée pour shorter. Enfin, t'aurais regardé plutôt ça ou plutôt juste des indices classiques? La stratégie, quand les taux augmentent, elle est un peu différente. Là, tu peux peut-être mettre ton graphique sur peut-être un mois, histoire qu'on ait un peu de recul. Ouais. Attends, on va essayer de le mettre peut-être sur un mois, histoire de juste bien voir en fait le truc. Mais Sur en un fait, mois, ouais. ça fait à peu près, Ou là-haut, ouais, mais one month. je vais faire sur un mois. Alors, je sais pas si je vais avoir assez. Non, je vais peut-être Ouais, pas. Je vais peut-être faire un journalier. ouais, voilà. Non, mais bon, de toute façon, l'idée, elle est simple, hein, c'est qu'on voit que le prix de l'oblig du Bund il baisse, en fait, hein, vous voyez. Donc, ça illustre bien ce que je disais là. Hausse de taux, baisse du prix de l'obligation, et c'est ça, en fait, qui tue les banques, les assureurs ou tous les gens qui ont acheté massivement des obligations d'État. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez des taux élevés, enfin, toutes les cartes sont redistribuées dans l'économie et sur les actifs. Quand les taux sont élevés, ça coûte plus cher d'emprunter de l'argent. Donc le cash coûte plus cher. Donc forcément, les gens vont s'endetter moins pour faire de nouveaux projets parce que l'argent coûte cher. Donc ceux qui ont du cash vont pouvoir le placer. Quand les taux sont élevés, c'est très simple. Les secteurs qui baissent, c'est quoi? Vous avez dans un premier temps l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Parce que quand vous faites de l'immobilier, en général, vous prenez du levier. Ce levier, c'est quoi? C'est la banque. Donc, pour avoir un marché aussi, il faut un marché où les taux sont bas et où les gens, en général, gagnent de plus en plus d'argent année après année et ont donc de plus en plus de capacité d'endettement et peuvent emprunter plus et faire monter les prix. Là, aujourd'hui, vous êtes dans une situation de récession. Donc, les gens n'ont pas d'augmentation de salaire, il y a de l'inflation, donc ils ont moins de pouvoir d'achat et derrière, les taux sont plus élevés, donc ils peuvent emprunter moins à la banque. Donc, vous avez un marché qui, structurellement parlant, sur l'immobilier, est voué à baisser. Donc, ça, c'est la première classe d'actifs qui souffre d'une hausse de taux. Ensuite, vous avez un autre secteur qui va qui prend je dirais une belle claque dans la gueule à cause de la hausse de taux. C'est tout l'écosystème en fait des startups. Pourquoi? Parce que quand vous investissez dans des startups ou
ou dans des entreprises nouvelles, vous le faites parce que vous avez de l'argent à placer, parce qu'il coûte pas cher cet argent. Vous avez peut-être emprunté de l'argent auprès d'une banque privée pour pouvoir aller faire du private equity. Bon, c'est un peu con, mais pourquoi pas? Il y en a qui le font. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vu que l'argent coûte cher, vous ne pouvez plus faire ce genre de choses-là. Donc, les petites entreprises qui avant fonctionnaient sur un business plan où elles vendaient de la projection, ça marche plus. Là, aujourd'hui, les entreprises qui marchent, celles que vous devez sélectionner, c'est les entreprises qui ont des gros taux de marge ou des gros taux de rentabilité, de la résilience. Typiquement, les boîtes alimentaires, les boîtes dans l'énergie, ça marche bien. Les boîtes du luxe, ça marche toujours bien. Luxe, pétrole, armement aussi, hein, voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est un secteur qui marche bien. Tous les secteurs résilients en fait qui ont des gros taux de marge, qui n'ont pas besoin en fait de beaucoup d'argent pour fonctionner, sont les boîtes les plus rentables en fait, et c'est celles-là qui vont profiter des hausses de taux. Et les boîtes qui vont au contraire ne pas en profiter, c'est toutes les boîtes technologiques. Pourquoi? Parce qu'elles ont des taux de marge qui sont pas forcément élevés à un instant T. Elles vendent de la projection future. Et ces boîtes-là, c'est des boîtes qui sont en vogue quand le marché est haussier, quand les taux sont bas et quand tout va bien. Parce qu'on peut prendre du risque. Mais quand on ne peut plus prendre de risque, c'est les boîtes qu'on va lâcher en premier. Donc c'est pour ça aussi qu'on a vu Amazon, Facebook, tout ça se faire défoncer parce que forcément, c'est des boîtes tech. Elles ont des grosses charges, pas forcément beaucoup de marge. Et donc, du coup, dès qu'on a besoin d'argent, on liquide les merdes et on garde que le premium, en fait. Euh, si vous voulez, ces boîtes-là, elles sont bien, mais c'est la cerise sur le gâteau quand tout va bien. Quand tout va mal, du coup, la cerise, on s'en passe et on veut juste le gâteau. Ensuite, un autre secteur qui marche bien quand les taux sont hauts, bah oui, effectivement, quand les taux sont hauts, ça va être l'or. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a monté les taux parce qu'on s'est dit qu'il y avait une inflation et qu'on voulait juguler l'inflation, même si l'inflation n'est pas due à toutes les causes qu'on connaît, et même si la hausse de taux actuelle ne va pas forcément réduire l'inflation, parce que l'inflation elle a été surtout due à des déséquilibres des structures d'approvisionnement en fait pendant le Covid, plus à certaines pénuries de matières premières liées justement à la guerre qu'il y a eu enfin qu'il y a d'ailleurs toujours en Ukraine. Ils ont eu l'idée en fait de monter les taux en se disant bon en fait si on monte les taux les gens ils vont consommer moins et donc du coup les prix vont baisser. Sauf qu'en fait, cette analyse, elle était un peu déconnante parce que c'était pas forcément la meilleure méthode. Ça, c'est l'explication officielle. L'explication officieuse, c'est qu'ils avaient trop de dettes en fait accumulées à cause du Covid, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et ils ont voulu en fait mettre de l'inflation pour défoncer la dette, et maintenant ils montent les taux. Donc, le secteur obligataire va souffrir quand les taux montent. Le secteur immobilier va souffrir quand les taux montent. Les boîtes pas rentables, basées sur de la projection et du BP, donc on va dire des small caps vraiment très, très, très spéculatives, vont souffrir. Et les boîtes et les actifs qui vont en profiter, par contre, quand les taux montent, ça va être les boîtes les plus rentables, les plus résilientes dans le secteur énergie. Enfin, les secteurs dont on a besoin tout le temps, alimentaire, énergie, armement aussi, parce que là, en ce moment, il y a un conflit, hein, donc c'est comme ça. Vous avez aussi, vu que les taux montent, vu que c'est la crise, là en ce moment il y a le dollar US aussi qui peut être intéressant à très long terme, c'est la devise qui tient le plus. Alors on est dans une phase de dédollarisation dans le monde, mais elle n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les BRICS, les anciens pays émergents d'ailleurs qui ont émergé, qui ont dépassé le G7 au niveau de la richesse qu'ils produisent, veulent lancer une monnaie alternative, c'est pas encore le cas, donc le dollar reste quand même la devise la plus forte pour le moment. Donc en plus avec des taux plus élevés, le dollar sera forcément de plus en plus apprécié et va forcément évoluer à la hausse face à des monnaies faibles comme par exemple l'euro. L'euro est une monnaie faible aujourd'hui, il faut le savoir. L'euro a perdu 20% l'année dernière face au dollar. Cette année, il respire un peu, mais structurellement, il est toujours plus faible que le dollar. Donc en fait, si vous deviez choisir une des deux devises, c'est le dollar face à l'euro. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et puis les métaux précieux, hein, vous avez le gold, vous avez l'argent aussi, qui est un métal précieux industriel qui marche très bien, qui est cyclique, qui a un gros potentiel de hausse, mais qui est aussi très risqué. On l'appelle le métal du diable, en phase de taux élevés. Et puis je pense que j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour des choses les Pour plus le luxe, parce que c'est devenu un des secteurs les plus importants en France, qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, ça baisse un petit peu quand même, le luxe. intéressantes. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est quand même un secteur qui va bien vivre cette Le, période-là ou plutôt le luxe, c'est simple, c'est un marché à part. C'est-à-dire que par exemple, tu le vois très bien sur le marché de l'immobilier en France. Le marché de l'immobilier normal, retail, particulier, c'est-à-dire de résidence ou d'investissement locatif, il morfle. Là, en ce moment, il prend -7 à -10% partout en France. Mais le marché de l'immobilier de luxe, par exemple, en France, il n'a pas bougé d'un iota. Pourquoi? Parce que c'est une clientèle qui est différente qui achète. C'est pas des Français qui achètent de l'immobilier de luxe en France, c'est des étrangers.
Et en fait, ce qui se passe avec le secteur du luxe, par exemple, je suppose qu'on va parler d'LVMH en fait, hein. Pourquoi est-ce que ce secteur est résilient? C'est parce que l'essentiel de ses clients n'est pas français en fait. LVMH fait une grosse partie de son chiffre en Chine. Ouais. Et en fait, en Asie, tu as ce qu'on appelle un boom des millionnaires. Bah, il y a une grosse croissance en fait du nombre de personnes qui deviennent riches dans les BRICS et notamment Inde, Chine, même Russie. Et ces gens-là, pour afficher leur nouveau statut social, vont acheter tout un tas de panoplies effectivement, de nouveaux riches, et tant mieux pour eux. Mais ils vont acheter notamment des produits de luxe, griffés peut-être Louis Vuitton ou une des marques détenues par le groupe. Donc c'est pour ça que ce secteur-là, en fait, il marche bien. C'est parce qu'en fait, il profite à une clientèle qui n'est pas en Europe, qui est hors Europe, qui a des problèmes différents, et eux, ils sont dans une situation où plutôt ils ont profité de ce qui s'est passé avec le Covid et ils sont en croissance, et du coup, ça crée une nouvelle classe de personnes riches qui vont consommer, du coup, des produits adaptés à cette nouvelle classe, en l'occurrence du luxe. C'est pour ça que c'est un secteur qui est à part. Faut pas le voir sous l'œil de nous en Europe. On se dit bon tout va mal, donc personne n'achètera du luxe. C'est pas, la majorité des consommateurs n'est pas européen. La majorité des revenus d'LVMH, ça se fait en Asie en fait. Donc lui, il va s'intéresser à ce qui se passe à la limite là-bas chez eux. Si le titre a chuté là, c'est en même temps ils ont fait une distribution de dividendes record parce qu'ils ont fait des résultats records. Et c'est logique, quand tu as une distribution de dividendes, le cours il s'ajuste automatiquement parce que la richesse qui est extrait en fait de l'action arrive dans la poche de l'actionnaire, c'est la même chose en fait. Donc c'est juste mécanique, c'est pas déconnant, et non, eux ils sont solides. Enfin je veux dire, s'il y a bien une boîte avec Air Liquide qui est solide sur le CAC, c'est LVMH quoi. Ouais, tout à fait. Ok, donc c'est hyper intéressant, hein. Tu nous donnes des recommandations sur différents secteurs sur lesquels investir, donc plutôt secteur au niveau des actions. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, pour ce qui est des indices, que tu suis toujours un petit peu l'actualité des indices, de la bourse, un peu Ouais, micro ou macro. si, Euh, je suis. Après c'est sûr que là aujourd'hui, payer du marché action, en fait, le problème de payer du marché action quand tu as les données actuelles, c'est pas forcément pour moi intéressant. Après, c'est subjectif, hein. Là, je donne vraiment un avis. Euh, le potentiel de hausse que tu as sur le marché des actions versus le risque est pas assez élevé pour aller se concentrer sur payer de l'indice. C'est mon avis. Il y a plein d'opérations sur les marchés de non cotés qui permettent d'avoir des rendements de 7, 8, 9, 10% en prenant un risque qui est beaucoup plus petit que sur les actions, enfin que sur les marchés actions traditionnels. Donc c'est pour ça que pour moi, là aujourd'hui, l'opportunité, elle se trouve pas là. Les taux sont élevés, le cash vaut cher, et le cash aujourd'hui, tu peux l'investir dans plein de pans de l'économie qui sont pas forcément cotés en bourse, où tu auras des rendements bien plus élevés avec des garanties et un risque bien plus maîtrisé. Ça, c'est un avis. Après, je dis pas pour la personne qui investit sur 20-30 ans en DCA sur des indices, oui, de toute façon, lui, il va pas se poser de questions parce que sa stratégie, elle est basée sur 20-30 ans. Moi, mon avis, c'est qu'effectivement, s'ils baissent les taux, les marchés actions vont exploser à la hausse. Maintenant, on n'a pas eu de signe, en tout cas, et de volonté de la part des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, de baisser les taux tout de suite. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Pourtant, ça serait plutôt une bonne idée vu en fait la claque que ça va infliger à l'économie d'avoir des taux aussi élevés. Et de toute façon, vu les niveaux d'endettement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a tellement de dettes en fait que si les taux sont élevés, la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on va devoir payer sur notre dette, seront trop gros par rapport aux rentrées fiscales. Et donc en fait, logiquement, ils vont être obligés de baisser les taux à un moment donné, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Le problème, c'est que quand ils vont baisser les taux, il va se passer deux choses. Un, la valeur de la monnaie, que ce soit l'euro ou le dollar, va chuter. Donc, bon, en général, hein, l'euro sera toujours plus faible que le dollar parce que structurellement parlant, on est plus faible. Donc, la valeur de l'euro va chuter. Deux, la valeur des actions va s'ajuster et du coup va monter. Vu que l'euro vaut moins cher, le cours des actions monte, ça compense la perte de l'euro, hein. En général, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, essayer de timer de façon précise quand est-ce que ça va avoir lieu, moi j'en sais rien. Je veux dire, je n'ai pas le 06 de Christine Lagarde, je ne sais pas ce qu'elle a en tête. Mais de façon logique, ils ne peuvent pas avoir des taux aussi élevés, aussi longtemps, sans qu'il y ait de conséquences. Donc soit ils les gardent élevés très longtemps, mais ils vont tuer l'économie encore plus. Soit ils se mettent à les baisser, donc là les actions vont exploser, donc là les indices effectivement vont exploser à la hausse, la valeur de la monnaie va chuter de façon drastique, et là effectivement l'immobilier va pouvoir repartir à la hausse, les entreprises un peu poubelles vont partir à la hausse, les entreprises résilientes vont baisser parce que les gens vont changer leur argent, ils vont passer de sécurité à prise de risque. Voilà.
vous avez vraiment deux stratégies. Soit vous anticipez la future hausse, vous prenez le risque maintenant avec le risque de perdre de l'argent, mais de profiter d'une hausse future, soit vous jouez la sécurité. Donc ça, c'est vraiment, chacun va prendre sa décision là-dessus. Ok. Et donc tu dis que les devises elles vont chuter parce que là l'euro-dollar on est quand même très très bas. Donc c'est-à-dire que si la BCE se Mhm. mettait à baisser, enfin à rebaisser les taux, on va Mhm. revenir à nouveau sur la parité, voire en dessous, sauf si la Fed se met à baisser également ses taux en même temps. Ouais, en fait, si tu veux, ils peuvent baisser proportionnellement leur taux tous les deux, mais de toute façon, tu le vois en fait sur ce graphique, le dollar sera toujours structurellement plus fort que l'euro parce qu'en fait, ils ont des garanties qui sont bien plus élevées en fait. Les gens, quand il y a une crise, ils vont aller chercher du dollar et des obliges d'État américaines parce que bah, c'est un pays qui a une grosse armée, qui a une grosse stabilité, enfin, historique stabilité économique. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais si tu compares l'euro et le dollar, bah, il n'y a pas photo, c'est le dollar qu'il faut choisir. Donc, même si les deux baissent leur taux, à un moment donné, les gens choisiront du dollar. Et si la BCE baisse ses taux avant la Fed, bah, l'euro va encore plus s'effondrer. De toute façon, tu le vois sur le graphique là, l'euro baisse face au dollar, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que notre monnaie elle a encore un potentiel de baisse qui est énorme. L'année dernière, on a perdu 20% de pouvoir d'achat face au dollar. Cette année, ça se stabilise un peu, mais ça va continuer. Si on peut, bah, il faudrait, en fait, si on a un peu d'épargne, il faudrait avoir du dollar en portefeuille en sécurité. Ne serait-ce que pour conserver du pouvoir d'achat, parce que le problème, c'est que c'est ce qu'on dit souvent, c'est que l'inflation ou la perte de pouvoir d'achat, c'est quelque chose d'assez voleur, c'est un impôt invisible, dans le sens où tu t'en rends compte que quand tu vas passer tes vacances à l'étranger. Tu vas vouloir aller à l'étranger comme avant, mais tu vas te rendre compte que ton taux de change, il est différent, tu as moins de pouvoir d'achat qu'avant. Bah, c'est un petit peu ça l'idée. Si vous avez des économies, que vous avez tout en euros, vous pouvez tout garder en euros, hein, grand bien vous fasse. L'idée, c'est que vous avez déjà perdu 20% l'année dernière de pouvoir d'achat. Il se peut que dans les années à venir, si on continue dans ce sens-là, on reperde encore 10, 15%, voire 20% de pouvoir d'achat. Alors que le dollar américain, lui, bah, a gagné 20% face à l'euro et continuera de gagner en fait du pouvoir d'achat parce que on arrive dans un monde un peu multipolaire où il y a deux gros blocs, hein. Le bloc États-Unis avec le dollar et le bloc des BRICS avec la monnaie, ça serait très probablement le yuan qui veulent lancer le yuan numérique. Et ils veulent l'imposer comme un concurrent au dollar, hein. L'Arabie Saoudite accepte désormais de se faire payer son pétrole qu'elle vend à la Chine en yuan, en yuan. Et il y a d'autres pays aussi, je crois que d'Afrique, c'était le Nigeria ou je ne sais plus quel pays, qui accepte désormais d'être payé en yuan numérique. Donc Ok. il y aura vraiment, en fait, on se dirige vraiment vers un monde où avant c'était le dollar la monnaie de réserve et maintenant il y aurait peut-être un concurrent qui va émerger. Ce serait la monnaie des BRICS, le yuan à mon avis, adossé à de l'or et le dollar. Mais il n'y a pas de place pour l'euro entre les deux en fait. C'est-à-dire que l'euro n'a pas pris la place qu'il aurait pu prendre en tant que monnaie de réserve et se dire écoutez, nous on est une zone économique forte, notre euro, bah, ça sera la troisième monnaie qui gouvernera, machin. Non, nous on a détruit notre monnaie donc du coup bah, on a plutôt en fait intérêt à avoir du dollar, quoi. Et donc on me pose la question, je sais pas si Mhm. ça va répondre, mais on me dit quid du franc suisse. Franc suisse, très bien, très bonne monnaie. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez de liquidité. C'est-à-dire qu'en fait, franc suisse, ça c'est un truc, en banque privée, il y en a beaucoup qui se font un mix dollars sur leur portefeuille et moitié franc suisse. Le franc suisse, c'est bien, c'est juste qu'en grande quantité, c'est pas très liquide. Donc il y en aura pas pour tout le monde, c'est juste ça. Si demain on devait choisir une monnaie pour tous nos actifs financiers, on pourrait pas tout mettre en franc suisse, il y en a pas assez. Mais on pourrait tout mettre en dollars, il y en aura assez. C'est ça l'idée en fait. Mais le franc suisse, c'est quelque chose de bien, hein, c'est une alternative. Vous avez le franc suisse, le dollar de Singapour et le dollar américain qui sont très bien, hein. Trois grosses monnaies fortes. Qui est revenu en dessous de la parité l'euro franc suisse. Donc, ils doivent un peu souffrir quand même d'avoir un euro franc suisse sous la parité. Bah, les Suisses se portent plutôt bien, hein. C'est plutôt d'ailleurs même les travailleurs frontaliers qui sont contents parce que leur salaire a pris quasiment 10%. Ils ont eu une augmentation de 10% en fait de leur salaire, mais du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le vois en fait entre le plus haut et le plus bas, bah, aujourd'hui les frontaliers sont très bien. Leur franc suisse vaut quelque chose, mais non, l'économie suisse n'a pas fondamentalement souffert de la hausse de son franc suisse face à l'euro en fait, hein. Pas du tout, parce qu'ils sont pas sur les mêmes industries que nous. Il faut savoir que l'industrie financière en Suisse, ça représente que 15% du PIB en fait. Ils ont une grosse industrie artisanale aussi. Donc eux, Hmm. non, ils se portent bien, hein.
Parce que je me souviens, il y a quelques années maintenant, qu'on travaillait ensemble, que la Banque nationale suisse mettait un taux plancher donc à 1,20 parce Mhm. qu'en dessous, bah, elle pouvait souffrir dans la mesure où beaucoup de leur, une majorité de leur exportation allait en Europe, donc ils avaient intérêt à ce que l'euro franc suisse soit quand même un minimum élevé. Et je vois maintenant que le taux plancher a été enlevé, bah, qu'on est revenu à 1,20 mais il y a quelques années, et puis là on continue et on est revenu sous la parité. Donc toi tu dis que pas forcément, enfin il va pas forcément en souffrir et que c'est une situation dans laquelle ils se plaisent plutôt. Ils vont pas chercher forcément à réinjecter des liquidités pour Non, mais pouvoir. après, si, enfin, ça ira forcément dans leur intérêt de dévaluer un peu leur franc suisse. Maintenant, comme tu le vois, ce graphique-là, il est assez cadré, c'est-à-dire que tu n'as pas des mouvements de grande tendance. C'est-à-dire que si tu regardes le graphique de l'euro-dollar, tu as une grande tendance. C'est que l'euro, il valait 1,60, 1 euro valait 1,60 $, et depuis, en fait, on a une baisse quasi continue sur les années. Alors, il y a des rebonds, hein, mais tu as une tendance quand même qui est baissière de l'euro face au dollar. Quand tu regardes le graphique de l'euro franc suisse, bah, c'est différent. Tu n'as pas de réelle grosse tendance. Tu as plutôt une espèce de range sur le long terme. C'est-à-dire que un coup, le franc suisse est trop fort face à l'euro, il dévalue, ça remonte, après ça rebaisse, et après il redévalue. Donc, c'est une situation qui est vraiment différente. Si on peut peut-être mettre le graphique sur quelques semaines, je ne sais pas, ou quelques mois si tu y arrives, je pense qu'on arrivera globalement à le voir. Alors, attends, je vais te laisser faire. Là, en gros, l'idée, c'était quoi? C'est juste de regarder la tendance en fait de l'euro franc suisse sur quelques mois ou sur quelques années. Mais l'idée, c'est que il n'y a pas une grosse tendance baissière. C'est-à-dire que le franc suisse veut conserver un espèce de pouvoir d'achat constant avec l'euro, mais c'est pas une devise qui va être dévaluée fortement comme l'euro dans le temps. C'est pas une devise qui est vouée entre guillemets à valoir que dalle. Enfin, Ah ouais. Non, mais tout à ouais, fait, alors, mais c'était intéressant mais de c'est voir pour où ça, hein, ça en était. c'est pour ça que si Mm. vous cherchez quand même une monnaie forte pour conserver ou avoir du pouvoir d'achat, le dollar US, pour l'instant, c'est le pari le plus sûr entre guillemets. Euh, c'est le pari le plus sûr parce que même si les États-Unis sont en déclin, sont en train de se faire la guerre avec la Chine et sont en compétition avec le yuan numérique, enfin le yuan tout court d'ailleurs, euh, ça reste quand même la monnaie de réserve mondiale pour l'instant et c'est la monnaie qui défonce toutes les autres. Donc effectivement, en fait, ça reste le. Mais là, je parle vraiment pas en trading, hein, je parle en gestion pure. Hein, c'est-à-dire que long terme, bon, on se trompe pas trop en ayant du dollar en portefeuille, quoi. Euh, Il y a une personne qui nous pose la question de, donc tu as dit que la hausse des taux permet en réalité d'alléger les dettes d'État. Ouais. Non, c'est la baisse des Si taux qui permet d'alléger la dette. la baisse des taux permet d'alléger la dette. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le mécanisme de manière un peu simple? Ouais. L'inflation, en fait, c'est un moyen qui est super pour en fait supprimer la dette de quelqu'un et tuer l'épargnant de l'autre. En fait, quand vous avez de l'inflation, il y a un gagnant et il y a forcément un perdant. L'inflation, c'est une taxe invisible sur l'épargnant et ça permet, en fait, si vous voulez, à la cigale et à la fourmi enfin, c'est comme s'il y avait une redistribution des cartes. La cigale, c'est quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens et qui vit à crédit. La fourmi, c'est quelqu'un qui vit en dessous de ses moyens et qui met de l'argent de côté. Quand vous avez de l'inflation, vous détruisez la valeur de l'argent parce que vous en mettez plus en circulation. Donc du coup, bah forcément, votre argent, si on en met 2 fois plus en circulation, bah, il vaut 2 fois moins. On peut acheter 2 fois moins de choses parce qu'il y a 2 fois plus de quantité de ce même truc. Il est moins rare, donc forcément, il vaut moins. Bah, le truc, c'est que quand vous êtes un épargnant français, que vous vivez en dessous de vos moyens, et que vous avez un super livret A avec 22 950 euros dessus, une assurance vie avec 200 000 balles dessus, enfin bref, tout le package de l'épargnant qui a bien fait son travail, et que de l'autre côté, vous avez bah, votre État dans lequel vous vivez, qui est la France, qui se surendette comme un taré pour financer des déficits budgétaires dans tous les sens parce qu'il dépense mal et il sait pas compter. Eh ben, vous avez un conflit d'intérêts. L'État, lui, il a de la dette, il a tout intérêt à ce que sa dette avale moins. Donc, la dette qu'elle détient, elle détient de la dette dans une devise. Cette devise, c'est l'euro. L'euro, ça vaut quelque chose. Mais si je mets 2 fois plus d'euros en circulation, ma dette, elle vaut 2 fois moins, parce que du coup, ma valeur en euros, elle vaut 2 fois moins vu qu'il y a 2 fois plus de monnaie. Sauf que de l'autre côté, j'ai l'épargnant, qui est citoyen du pays qui s'est surendetté, qui lui, bah, il vit pas au-dessus de ses moyens, il vit en dessous. Et ben, quand il y a de l'inflation,
son stock d'argent à lui, il vaut 2 fois moins, parce qu'il y a 2 fois plus de billets en circulation. Là, je schématise, hein, mais c'est pour vous expliquer les mécanismes de l'inflation, parce qu'en général, c'est plutôt inflation, c'est 5, 6, 7%, c'est pas 50% ou 100%. Ça peut arriver comme en Amérique du Sud, en Argentine, mais nous, en France, on n'est pas à 50% d'inflation. Mais l'idée, c'est quoi? Bah, c'est de comprendre qu'il y a un conflit d'intérêts entre notre État, où on vit, et ses finances publiques à lui, et nos finances publiques à nous en tant que citoyens et en tant que particuliers. Nous, on a un stock d'argent excédentaire, c'est l'épargne, c'est les économies. Bah, quand il y a de l'inflation, ça baisse, la valeur de ce qu'on a gagné et travaillé baisse, mais quand on est endetté, bah, ça déchire, parce que du coup, la dette que je vais rembourser, c'est de la dette qui vaut 2 fois moins, vu que c'est de la monnaie de singe que je vais rembourser. Je me suis endetté de 100 euros. Si aujourd'hui, bah, avec l'inflation, mes 100 euros, ils valent plus que 50 euros anciens, parce qu'il y a beaucoup d'inflation, je rembourse que dalle en fait. Et donc, si vous voulez, l'inflation, ça profite aux gens qui ont beaucoup de dettes. Alors, les États, les entreprises qui ont pris du levier pour s'endetter, toute situation de dette, l'investisseur immobilier qui s'est fortement endetté aussi, lui, il en profite parce que du coup, il s'est endetté dans une devise, bah, il a moins à rembourser. Mais du coup, l'épargnant, celui qui a du cash, s'il place pas son argent au-dessus du taux de l'inflation, il perd du pouvoir d'achat, il perd en fait le fruit de son épargne et de son travail. Et donc c'est pour ça que quand on baisse les taux et donc qu'on imprime de l'argent, on tue en fait la dette, parce que la dette, elle vaut tout, enfin, il y a toujours marqué 100 sur la dette que vous devez rembourser à l'autre. Mais en termes de pouvoir d'achat réel, c'est plus 100, c'est peut-être que 50. D'accord? Je schématise à l'extrême, mais pour que vous compreniez le mécanisme en fait. Une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris qu'il y a un conflit d'intérêts entre bah, les États surendettés dans lesquels on vit et nos finances personnelles, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi bah, l'État essaie de détruire la monnaie en fait. Il détruit la monnaie parce que lui, dans son intérêt, il a de la dette à rembourser, et s'il détruit la monnaie, ça lui fait moins de dettes à rembourser, donc in fine peut-être quelques mois ou quelques années de survie en plus de son système de surendettement. Mais sauf que le particulier, lui, il vit pas en surendettement, il vit en dessous de ses moyens pour épargner, mais lui, il se fait défoncer. Et donc le seul moyen de contrer ces politiques-là, c'est d'investir son épargne et d'aller battre l'inflation, et si l'inflation est de 8%, il faut réussir à placer son argent à 10% globalement, hein. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et qu'est-ce que tu recommandes alors pour combattre cette inflation? Bah, là, dans l'idée, ça va dépendre de chacun. En fait, il n'y a pas de méthode, il y a pas de méthode industrielle en fait. Si tu veux, en fait, je dirais, il y a 3 grandes écoles. Le gars qui a pas d'argent, lui, il a pas besoin de se soucier de ça parce qu'il a pas d'argent. Le gars ou la nana qui a un petit peu d'argent, qui a 20, 30, 40 000 euros, il y a une inflation à 5%, il faut qu'il se démerde pour le placer à 8%. Donc, ça peut être chercher à acheter des actions, ça peut être faire de l'obligation, ça peut être faire du crowdfunding, ça peut être faire des opérations commerciales, monter une boîte. Tu investis 10 000 euros dans ta boîte elle vaut 30 000, tu as gagné 20 000. Enfin, il faut que ton capital soit productif, sinon, en fait, c'est niqué. Et tu as la situation du gars qui a beaucoup d'argent, et en général, lui, il a des solutions sur mesure. Il va faire des opérations de crédit, il va faire des obligations d'un côté, il va racheter des boîtes, il va peut-être même utiliser de la dette dans des périodes où les taux sont bas, et, ou même à des taux élevés, mais il va réussir à battre l'inflation comme ça. L'idée générale, c'est qu'il n'y a pas une méthode où il y a de l'inflation, il faut acheter du air liquide. Enfin, ça, c'est pas ça en fait. L'idée, c'est identifier le niveau de l'inflation, on va dire qu'il est entre 6 et 8 actuellement, et il faut créer une stratégie pour générer plus de 6 à 8% par an. Ça peut être par un mix, acheter des actions, acheter des devises. Ça peut être par un mix, vous faites de l'immobilier. Ça peut être, vous faites du crowdfunding. Vous prêtez de l'argent à des boîtes qui en ont besoin. Ça peut être, il y a plein de façons de gagner de l'argent. Vous pouvez peut-être monter votre boîte avec votre capital. Mais dans l'idée, il faut générer plus de 8%, enfin plus du montant de l'inflation pour conserver du pouvoir d'achat. Voilà. Et Mais par contre, faut vraiment pas se tromper sur un truc, c'est qu'il n'y a pas de méthode industrielle. Ça existe pas. C'est pas, il y a de l'inflation, je dois acheter 3 actions et j'aurai forcément couvert mon inflation. Ça marche pas comme ça en fait. C'est vraiment, faut comprendre l'idée principale et ensuite faut travailler en ce sens. hmm. Et dans le commentaire, on me dit, il y en a un qui dit, moi, je préfère garder mon argent, quitte à perdre 8%. C'est une petite perte face à le potentiel perte que je pourrais faire en investissement dans quelque chose que je connais Hmm. pas. Au Il a moins, raison. bon, bah, je garde Bah, mon argent il a, liquide.
Il a raison, il a raison en soi si s'il perd 8% sur son livret, enfin sur son livret A parce qu'il y a de l'inflation, mais que s'il avait investi en bourse ses économies, il aurait perdu 50%. Son calcul mathématique est totalement bon. Il a raison, il est pas con. Faites ce que vous savez faire. Si vous maîtrisez un minimum l'investissement, bah, vous savez que vous allez réussir à générer un peu d'alpha. Vous faites. Bah, si vous savez pas faire, oui effectivement là il a raison. Vous allez pas. Mais il y a un moyen simple de se protéger de l'inflation sans savoir investir, hein. Tiens, je sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt. Métaux précieux, vous achetez de l'or. L'or, c'est coté dans toutes les devises. Vous pouvez échanger votre or en dollars, en yuan, en euros. Et en fait, l'or, c'est un outil sur le très long terme anti-inflation parce qu'en fait, il vous faut la même quantité d'or aujourd'hui pour acheter une vache qu'en 1920. Et en fait, l'idée de cette analyse, c'est quoi? C'est que la valeur de l'or dans le temps, elle est constante. Alors sur le long terme, pas sur un an, pas sur un mois, il faut garder l'or 10, 20, 20 ans, mais c'est une façon de garder du pouvoir d'achat sans savoir investir. À la limite, s'il veut, il peut très bien aller jeter un coup d'œil sur l'or et s'acheter quelques pièces et les foutre dans un coffre. Voilà, au moins, il est sûr que dans 20 ans, il aura le même pouvoir d'achat qu'aujourd'hui pour acheter quelque chose, quoi. Mais oui, sa réflexion est bonne en soi, il a raison. Ouais, ça peut être un outil enfin, intéressant pour lutter contre l'inflation. Et tu l'achèteras en physique, c'est ça, l'or? Après, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Acheter en physique de l'or, c'est bien parce que ça, bah, tu peux le sortir du système bancaire traditionnel, hein. C'est un actif physique, tu peux le mettre soit chez toi, soit dans un coffre. Tu peux l'échanger dans toutes les devises. Tu as une fiscalité aussi qui est attrayante sur les pièces, sur les jetons. Où tu peux mais par contre, l'inconvénient, c'est que même si tu as une belle fiscalité, parce que en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous achetez certaines pièces d'or et que vous revendez une certaine quantité, vous êtes exonéré d'impôts dans certains cas. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète de l'or électronique. L'inconvénient, c'est que quand vous voudrez vendre votre or, ce ne sera pas forcément liquide. Vu que c'est des pièces, il faudra les revendre à quelqu'un, il y aura une marge qui sera prise, puis ça va prendre du temps en fonction de la quantité d'or que vous voulez revendre. Bon, l'avantage de l'or électronique et peut-être du contrat électronique, enfin, vous achetez un ETF sur l'or ou autre, c'est que vous achetez, vous vendez en une seconde, la plus-value, elle est faite tout de suite. Bon, l'inconvénient, c'est la fiscalité, ça va être 30%, grosso merdo. Donc, l'un dans l'autre, bah, sur la première option, sur le physique, vous allez économiser sur la fiscalité, mais vous devrez vous faire chier à stocker l'or, à le mettre en sécurité, et il faudra vous débrouiller pour le revendre, donc aller au comptoir, machin, c'est un peu galère. De l'autre, vous payez une fiscalité plus élevée, mais vous avez les fonds tout de suite, ça va vite. Donc c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Il n'y a pas de formule parfaite, hein. Mm. Voilà. Ok, super. Bon, bah, c'est intéressant d'avoir en tout cas ton avis par rapport à ça. Bon, j'espère en tout cas que cette petite discussion d'une petite heure aura plu et vous aura permis en tout cas de mieux comprendre l'environnement dans lequel on est avec voilà, la vie d'une personne qui a quand même quelques années d'expérience devant lui et puis surtout comment on peut convertir cette situation économique, même si elle était amenée à évoluer. Euh, elle a donné quand même beaucoup de conseils sur des secteurs, sur des types de produits sur lesquels investir. On termine avec l'immobilier parce que tu es quand même dans cette activité. Euh, Mhm. Qu'est-ce que tu penses, toi, en fait, du coup, du secteur immobilier? Donc, tu disais que ça chutait. Est-ce que c'est une bonne arme également pour lutter? Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que toute forme d'investissement immobilier est bon? Voilà, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Bah, sur l'immobilier, le marché a changé. C'est-à-dire que là, structurellement, il a changé en fait au dernier trimestre dernier. On a évolué dans un marché qui était très haussier pendant des années pour une raison qui était simple, c'était que les taux en fait étaient bas et l'immobilier en fait on demandait très peu d'apports en France et on avait surtout aussi des taux fixes sur de très longues durées contrairement à d'autres pays. À titre d'exemple, quand vous empruntez pour faire de l'immobilier aux États-Unis, vous avez peut-être entre 20 et 25% d'apport à mettre pour investir dans l'IMO et vous avez des taux variables. Je vais emprunter 100 000 dollars pour faire de l'IMO aux États-Unis, je dois apporter à peu près 20 000 dollars et derrière mes taux sont variables. Je vais emprunter à 2% et si les taux de la Fed montent, bah, mon crédit va monter aussi. Je vais le rembourser à 2,5 voire à 3.
Et si je veux faire du taux fixe sur une longue durée, bah, ils vont mettre un taux plus élevé. Donc, imaginons que le taux de base il soit à 2, bah, ils vont me mettre un taux fixe sur 20 ans, mais à 3 ou 3,5. Je dis à titre d'exemple, hein. En France, l'idée et l'avantage de l'IMO et pourquoi il a monté pendant des années, c'était que nous, on proposait des taux fixes très bas sur de très longues durées. Bah, quand les taux de la BCE étaient à 0, je pouvais emprunter à 1% sur 25 ans, personne ne m'emmerdait. Et derrière, au niveau de l'apport, on me demandait soit les frais de notaire 8%, soit même il y avait du 110%. On me finançait les frais de notaire, je mettais 0 € de ma poche. Donc en fait, par rapport aux autres pays, on avait un avantage concurrentiel énorme. Et c'est pour ça que notre marché de l'IMO, et notamment locatif, il a explosé. Le problème, c'est que les cartes ont été redistribuées en fin d'année dernière. Les taux sont passés de 1 à 4. Et il faut savoir une chose, c'est que quand on monte les taux d'intérêt de la Banque centrale de 1%, c'est à peu près 7% de pouvoir d'achat immobilier en moins. Donc typiquement, en fait, quand les taux sont passés de 1,5 à 4% actuellement, on a perdu, chaque Français, hein, en théorie, à peu près 20 à 20, allez, entre 20 et 25% de pouvoir d'achat immobilier en moins. En plus de cela, les banques demandent maintenant des apports. Et des apports qui sont peut-être plus conséquents que juste les frais de notaire. Ils veulent que vous payiez les frais de notaire plus frais d'agence. L'apport moyen aujourd'hui pour investir dans l'immo en France, c'est à peu près 20%. Avant, c'était beaucoup moins, on était entre 8 et 12. Donc là, on est plutôt aux alentours de 20. Donc on est comme on s'aligne sur les autres pays. Donc 20% d'apport, crédit, enfin le taux qui est à 4%. Les refus de prêts s'enchaînent forcément parce que les gens doivent mettre plus d'apport pour acheter les mêmes biens. Sauf que les gens n'ont pas plus de cash qu'avant vu que c'est la crise, hein, ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Donc ils ont un pouvoir d'achat qui est constant, qui n'a pas évolué, des prix au niveau des rénovations et des matériaux qui ont augmenté. On leur demande plus d'apport et le coût du crédit coûte plus cher. Donc forcément, les mecs ils peuvent acheter moins. Et donc c'est pour ça que le marché s'est déjà contracté d'à peu près entre 5 et 7% partout en France. Il devrait continuer à baisser. Donc investissement immobilier locatif, c'est compliqué. Résidence principale, vous pouvez si vous voulez l'acheter, mais il ne faut pas le considérer comme un investissement. Vous aurez juste moins de pouvoir d'achat. Il faudra mettre plus de cash sur la table pour la même, pour la même surface. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le marché va s'ajuster à la baisse petit à petit. Promoteur, les prix, les coûts des matériaux ont augmenté d'à peu près de 15 à 20%. Il y a beaucoup de promoteurs aujourd'hui en France qui font faillite et il n'y a pas de nouveaux projets de promotion qui se lancent ou très peu, enfin voire même aucun, parce que ça coûte trop cher. Il n'y a plus de marge. C'est-à-dire que tes coûts ont augmenté, mais le pouvoir d'achat de tes clients a baissé. Eux, ils peuvent consommer entre 15 et 20% de moins et toi, tu dois payer 15 à 20% de plus pour faire le même produit qu'avant. Forcément, c'est plus rentable, tu fais plus. Donc il y a ça. Donc promotion, immobilier locatif, c'est mort. Résidence principale, c'est pas un investissement, c'est du plaisir. Donc à la limite, là, tu fais ce que tu veux. Il y a un marché en fait sur lequel il y a une belle niche qui peut être intéressant d'exploiter, c'est le marché de la rénovation du marchand de biens. Alors il est très technique parce qu'il faut pas faire tous les travaux vu que les travaux coûtent cher maintenant. Il faut faire certains types de travaux. Il faut se nicher peut-être sur la rénovation énergétique, ce genre de choses-là. Cibler les passoires, les merdes type classé G ou F, parce que il y a plein d'investisseurs qui ont des logements classés F ou G, qui n'ont pas l'argent pour les travaux, qui veulent s'en débarrasser rapidement parce que le marché baisse et parce qu'ils peuvent plus le louer. Peut-être acheter ces biens-là, les retaper intelligemment pour pas se faire exploser sur le coût des travaux. Et là, il y aura peut-être une petite marge à gratter. C'est peut-être le seul, mais par contre, pareil, le marchand de biens, le mec qui veut faire des opérations d'achat-revente, il se finance auprès de la banque. Les taux ont monté, le cash coûte cher. Donc, le marchand de biens qui a du cash, il va se faire plaisir. Le marchand de biens qui a pas de cash, il a intérêt à avoir une belle marge parce que sinon, il n'arrivera pas à la dégager vu que le coût de financement il a augmenté. Avant, il se finançait, je dis une bêtise, entre 4 et 6%. Aujourd'hui, il va se financer entre 8 et 10 avec la banque et à 15%, 15 à 18% sur le crowdfunding. Donc, c'est des marchés qui vont devenir très techniques aujourd'hui en France. Le problème, c'est que c'est pour ça que, au lieu de se faire chier avec un marché aussi technique ici en France, il y a de l'immobilier à faire à l'étranger. Donc là, maintenant, peut-être que l'idée, c'est de s'ouvrir l'esprit et d'aller peut-être chasser sur d'autres marchés où c'est moins compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le marché IMO, financement est élevé ici, les coûts sont élevés, les normes, mine de rien, on a rajouté une nouvelle couche de normes. Les taxes foncières ont été revalorisées, donc partout en France, ça va augmenter de 7,1% et les communes pourront aussi, à leur discrétion, rajouter une augmentation communale. À titre d'exemple, Paris a décidé d'augmenter sa taxe foncière de 53%, plus les 7% nationaux, donc 60%. Donc en fait, la rentabilité du locatif en France, elle est plus forcément intéressante. Et le mec qui veut faire du marchand de biens, il va se battre avec toutes ces conditions-là pour dégager une marge. Peut-être que sur un autre marché, il aura quasiment les mêmes conditions, mais peut-être moins de contraintes. C'est peut-être ça la réflexion à aujourd'hui avoir sur l'IMO en fait. Ok, Voilà. bon, Donc écoute, c'est juste qu'on arrive en fait sur on arrive si vous voulez sur des marchés qui changent, que ce soit sur les marchés actions, sur le marché de l'IMO, sur tous les actifs aujourd'hui en Europe, en zone euro et en France. Et il faut juste jouer un petit peu différemment. Voilà, c'est vraiment ça l'idée.
Ok. Merci Sylvain pour cette conclusion. Merci à toi, Raph. Euh, Merci à tous. Merci d'avoir voilà, pris 1 heure de ton temps pour voilà, nous partager un peu ton expérience et ton point de vue sur la situation actuelle. Merci à tous d'avoir participé, posé vos questions. Bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines sessions webinaires. Salut à tous, salut Sylvain. Bonne soirée. Ciao.